Dans ce nouveau format, les amis, nous allons prendre 6 films que j'aime beaucoup. Voilà, il n'y en a pas que 6 que j'aime énormément, d'accord? Il a fallu faire un choix. Ça a été très douloureux. J'en ai pris 6. Ce n'est pas mon top 6, d'accord? Même s'il y a mon top 1, mais c'est pas le top 6. C'est juste l'envie de vous partager des films qui, moi, m'ont marqué. Un peu comme le JDG, quoi, finalement. De vous partager ces films qui m'ont marqué et d'avoir votre retour, d'avoir votre avis sur ces films-là. Il y en a plein, j'en ai sélectionné plein et là il y en a que 6. C'est pas celui-là, il est pas très bien caché. Le tout premier, c'est le titre est un petit peu évident. Celui-là, il est aussi un petit peu évident. Les autres, ceux qui me connaissent bien, voilà, le dernier, bon, easy. Mais aucun est caché, si Robin, si. On n'a pas tous la même intelligence et la même vision Eyes of the Tiger que toi. En tout cas, bonsoir Chris Draw, bonsoir. Donc voilà, écoutez les amis, on va commencer tout de suite par le premier film dont j'avais envie de vous parler. Ça va être très... Merci beaucoup Dom pour ton 13e mois d'abonnement, merci beaucoup. Nombre premier. Merci beaucoup. Le 3e et le 4e est évident. Ah bah c'est les deux plus durs à deviner alors. C'est justement le tout premier que tu nous avais donné dans la sélection. Ah mais c'est trop drôle, je me souvenais plus. Bonsoir Ciel Wolf et bonsoir Marion, ça fait un moment également. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Les amis. Hop, alors attendez, je sais plus comment j'ai fait, d'accord? Je vais devoir faire quoi? Option. Attendez, parce que je sais plus comment j'enlève le. J'ai mis une sorte de calque, ok, voilà, pour un petit peu cacher, et je me rends compte que finalement c'était pas une bonne idée, d'accord? Comme d'habitude, je vais vous dire en quoi ces films m'ont marqué. Pendant ce temps-là, vous notez, vous mettez une note à ces films, et une fois que la note est mise, eh ben vous pouvez partager votre avis, tout simplement, comme d'habitude, comme la suite du passé, comme plein de choses finalement, Vossiane, nous on est une génération qui avait l'habitude de regarder Canal+ encrypté au travers d'une passoire le premier samedi du mois. Ce floutage n'a pas d'effet sur nous. Je veux pas savoir ce que tu regardais le premier samedi du mois, d'accord? Je veux pas savoir. Oh, le train de l'hype, on a un petit coffre à ouvrir. Ok, c'est pas le plus bel emoji qu'on ait eu, d'accord? Mais c'est loin d'être le plus moche également. Allez, c'est parti pour le premier. Évidemment, 1917, qui n'est pas sorti en 1917, sinon ce serait un très vieux film. C'est parti pour me donner une note pour ce 1917 film de Sam Mendes. Évidemment, Sam Mendes qui est, entre autres, le réalisateur de Skyfall, de Spectre. Voilà, American Beauty, bref, voilà, il a fait Jared aussi également. Moi, c'est un réalisateur que j'aime énormément. Et je parlais de Spectre, et vraiment pour moi, la force de Spectre, c'est son intro. Le reste, voilà. Puis il y a les assez doux, voilà. Moi, vous savez, mon affection particulière pour les assez doux. Voilà, elle a fait l'école de la rue, les assez doux. Bref, et donc voilà. Mais dans Spectre, il y a quand même toute cette introduction au Mexique. Et vous prenez cette intro-là, et j'ai vraiment l'impression que cette intro, c'est un échauffement pour 1917, quoi. Et 1917, donc c'est un film de guerre qui retrace la guerre, la première du coup, en 1917. Tout est dans le titre, ok. Et tout simplement, c'est l'histoire de deux soldats qui vont aller d'un point A à Benedict Cumberbatch. Le point B, c'est Benedict, ok. Et c'est tout en plan séquence, il n'y a qu'une seule coupe. Voilà, il n'y a qu'une seule coupe, en tout cas qu'une seule coupe visible à l'écran, qui est justifiée par le scénario. Mais sinon, c'est un faux plan séquence, c'est 2 faux plans séquences de 40 minutes, avec à la fin une séquence magistrale, vraiment, où ça pète partout, ça explose partout. Et moi j'adore ce film, quoi. Vraiment j'adore ce film. N'hésitez pas, voilà, mettez-moi votre petite note dans le chat. N'hésitez pas, évidemment. Pas vu, pas pris. Et Sam Mendes va réaliser la quadrilogie sur les Beatles. Ah, je suis pas au courant.
Une quadrilogie sur les Beatles? Moi, je suis pas du tout au courant, quoi. Pas du tout, du tout, du tout. Et bref, et toujours est-il que voilà, donc on suit ces deux soldats-là qui finalement ont pas une identité très marquée. C'est pas des personnages. Voilà, je me demande même si on connaît si on connaît leur nom et tout ça. Je suis même pas sûr qu'on connaisse leur nom. Et c'est ça justement moi que j'ai bien aimé, c'est que finalement c'est des figures de soldats comme il y en a des centaines de milliers, et on les suit et on gagne en empathie pour eux avec des scènes formidables, la scène de la rivière, voilà, vers la fin, avec la scène du chant qui suit juste après, avant le grand... la grande cavalcade là, voilà, c'est cavalcade, waouh, c'est un mot que j'ai pas souvent utilisé, d'accord. mais, mais voilà, bref. Et oui, on pourrait regretter peut-être, c'est vrai, que le scénario est un peu short, mais en même temps, ça raconte quelque chose de très précis et je trouve que c'était la meilleure façon de retranscrire ce que le réalisateur avait envie de nous montrer, quoi. Il y a le début également à travers les tranchées. Wow, le tout début à travers la tranchée, ouais, c'est dur aussi, hein, c'est dur. Il y a deux, trois scènes un petit peu dures également, et aussi des scènes extrêmement poétiques, extrêmement belles. La lumière, mais la lumière dans 1917. Mais de toute façon, la lumière sur les films de Sam Mendes, globalement, est très bien dirigée. Skyfall, la fin exceptionnelle. Mais là, 1917, vraiment, la scène de nuit où le personnage principal est éclairé juste à la lumière des lampes, comment dire, ouais, des fumigènes et tout ça, c'est sublime, quoi. Vraiment, c'est sublime, voilà. Quels sont les films, plans séquences qu'on connaît? Birdman, oui, il y a Birdman, mais il y a aussi des plans séquences dans Gravity, il y a des plans séquences dans Les Fils de l'Homme, il y a des plans séquences dans pas mal de films d'Alfonso Cuarón, pas mal de films aussi de Inarritu, je pense à Birdman justement, The Revenant également. Il y a vraiment des Rec, oui, alors Rec, il y a quand même alors c'est le found footage, mais c'est un peu de la triche du coup, parce que c'est lié au genre évidemment. Victoria également, qui est un film de 1h30 en un seul plan séquence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme film en plan séquence? Il y a la série là, Adolescence, sur Netflix, que j'ai pas encore vu, mais que je vais voir bientôt. Que vraiment je vais voir parce que ma compagne me tanne avec ça, donc il faut vraiment qu'on les regarde. Mais voilà, il y en a des films avec des plans séquences, et j'avoue que je suis un petit peu sensible à ce genre de cinéma. Très même. Pas qu'un petit peu. Très sensible à ce genre de cinéma. J'aime beaucoup les plans séquences. Adolescence, c'est très bon. Ah, bah voilà, ça me donne encore plus envie de... Ça me donne encore plus envie de le voir, Dom. Non mais voilà, moi je suis très sensible à ça. Je trouve que il y a une intelligence de positionnement de la caméra. Quand vous regardez un behind the scene ou un making of de 1917, mais pour les amoureux du cinéma, ou en tout cas pour les amoureux soit des caméramans, soit de la réal dont je peux faire partie. Oh là, mais je prends mon pied, quoi. Franchement, c'est un orgasme. Mais c'est un orgasme, mais absolu, quoi. Voilà. On m'a parlé de Boiling Points. Je connais pas du tout. Un épisode de X-Files, je crois que c'est Triangle, et il me semble qu'il y a un épisode d'Urgence aussi. Mais moi, c'est un exercice de style, j'adore, quoi. J'adore. J'adore, évidemment. Je vous lis tout de suite. Du coup, je ne l'ai toujours pas vu parce que j'attendais que tu nous annonces la soirée pour la sélection. Mais mais on en a déjà parlé, Nakayomi. On en a déjà parlé. 1917 est une... Donc, Robin, pardon. 1917 est une réelle prouesse technique, en plus d'être une immersion intense au cœur de la guerre, et visuellement, c'est incroyable. Cependant, j'enlève un point car ce n'est pas un réel plan séquence complet de A à Z sans coupure. Le pire, c'est que la coupure se voit tellement, mais c'est du chipotage car le film est excellent. Mais justement, moi, je vois pas où elles sont, moi, Enfin, comment dire? On les devine parce que voilà, quand la caméra passe devant un mur ou quoi, on se dit ok, là il doit y avoir une coupure, il doit y avoir quelque chose. Mais globalement, je les trouve quand même bien cachés. C'est très rare que je me dise ok, bon là il y a une coupure, voilà, il y a juste cette rupture au milieu qui s'explique, mais sinon, je trouve que faut les trouver, quoi, les coupures, et j'aimerais beaucoup voir
comment ils ont fait entre les scènes, justement. Parce que je sais pas, je crois pas qu'ils aient utilisé, vous savez, comme dans Retour vers le futur notamment, ces caméras sur rails de travelling qui sont du coup robotisées et qui font le même mouvement à chaque fois. Et là, c'est easy quoi. Enfin, je veux dire, vous finissez par ça, claque coupure et vous reprenez en fait juste avant avec le même mouvement. Donc vraiment, il faudrait que je m'attarde vachement plus sur le... Parce que j'ai vu des extraits du making-of. Et franchement, c'est incroyable, quoi. Vraiment, c'est incroyable. En tout cas, moi, en tant que réalisateur, je sais que ça aurait été un kiff absolu que de réaliser quelque chose en un seul plan séquence. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Bonsoir Nameless, bonsoir, bonsoir. On est en train de parler de 1917. Si tu l'as vu, n'hésite pas à mettre une petite note dans le chat, évidemment. Et bonsoir Archie également, ça co-ciné comme tous les mardis. Comme tous les mardis. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez vu 1917 à lui donner une note entre 1 et 10 dans le chat, évidemment. Il y a aussi un film russe qui est très long mais pas aussi passionnant que le film d'aujourd'hui où il visite un château avec un bal, tout ça, tout ça. Bah, je sais pas du tout. Anastasia. C'est terrible parce que c'est pas du tout un film russe. Mais j'ai pensé à Anastasia, terrible. C'est horrible. George McKee a joué dans Peter Pan et pas Pété Pan. C'est pas le même. C'est pas le même d'homme. Aussi et dans Boys Are Back qui joue dans 1917. Bah merci beaucoup parce que c'est vrai que c'est des acteurs. À part Benedict Cumberbatch et y a pas Colin Firth. Je me demande s'il n'y a pas Colin Firth, attendez. Je vais aller voir vite fait. Et je me demande s'il joue pas un général aussi, Colin Firth. Mais si, bah si, il y est bien. Bon, oh là là, oh là 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 là, mais quelle intelligence. Il y a 2 neurones, ok, mais ils fonctionnent, ils se connectent des fois entre eux, ils se parlent et je crois qu'il y a Colin Firth, mais oui. Voilà, je me rappelais de Bénédicte parce que là, Bénédicte, c'est Ribéry, quoi. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est Ribéry. Et la roue tourne, elle a tourné, quoi. Et donc Colin Firth également, j'adore Colin Firth. Moi, je trouve dommage qu'on ait si peu de films sur la Première Guerre mondiale. On la connaît assez peu au final, cinématographiquement parlant. Alors, bah, c'est super intéressant que t'en parles, parce que là, tu m'ouvres, mais alors, une boîte de Pandore, quoi. Je déteste les gens qui disent ça, ok. J'étais dans un milieu de marketeux, et j'ai travaillé dans le marketing avant de me lancer dans la chaîne, et quand on avait des clients, que je disais mais pourquoi est-ce qu'on n'aborde pas ça avec le client, et là il y avait toujours une nana qui disait non mais ça va pas, ce serait leur ouvrir la boîte de Pandore quoi. Je déteste cette expression. Bref, donc là tu m'ouvres la boîte de Pandore parce que là en fait on a discuté justement du pourquoi il y avait si peu de films avec la Première Guerre mondiale et finalement autant de films avec la Seconde, et c'est parce qu'en fait la Seconde Guerre mondiale, contrairement à la Première, est très... Alors attention, on va mettre de côté l'aspect horrible de la guerre, ok. Je vous parle juste d'un point de vue cinématographique. C'est que, justement, cinématographiquement parlant, la Deuxième Guerre mondiale, elle est fantastique. Parce que vous avez déjà plusieurs fronts. Je parle pas de cela, ok. Je parle de plusieurs fronts, donc en fait, vous pouvez aborder différents thèmes. Vous avez un méchant, un antagoniste très facilement identifiable, ou des antagonistes très facilement identifiables. Voilà, donc en fait c'est très manichéen quoi, grosso modo, et ça marche très très bien. Et ça marche très très bien avec les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Vous avez en plus de l'action avec des tanks, avec avec l'aviation, avec la marine, bref. Voilà, et c'est une guerre de mouvement, alors que la première, c'est la guerre de tranchées. Et donc du coup, il faut savoir que la Première Guerre mondiale, sur les 4 ans, pendant 3 ans, il se passe rien, ou en tout cas pas grand-chose. C'est une guerre d'immobilisme. Et c'est pour ça qu'elle est très peu cinématographique finalement. Et est-ce que aussi elle est un petit peu plus loin que nous, donc elle nous parle un petit peu moins. Mais bon, je pense aussi que c'est parce qu'on parle plus de la Seconde Guerre, parce que si on parlait plus de la Première... Bref, et c'est tout ça qui fait que pour moi on parle plus de la Seconde que de la Première, et je suis complètement d'accord. C'est dommage parce que je trouve que typiquement 1917 est un excellent film sur la Première Guerre mondiale. Et il y a aussi sur la Première Guerre, ouais, finalement il y en a assez peu. Et il y a Joyeux Noël là dans les tranchées également.
Mais sinon, il y a c'est vrai qu'il y a très peu de films sur la Première Guerre mondiale. Moi, je me souviens des documentaires. Oh, des documentaires Apocalypse. Oh, c'était sur France 2. Et ça, mais je kiffais. Ça a été mes premiers docus. Et j'ai adoré. Je crois que c'est avec la voix de Mathieu Kassovitz. Et c'était extraordinaire. J'accuse. Ah, mais je l'ai pas vu. J'accuse. Je l'ai pas vu. Et t'accuses qui? Dans quelle pièce? Avec quel objet? Je les ai en Blu-ray, Revker. Oh, bon, je sais pas si je dis bonsoir, Revker. Oh là là, dans le doute. Dans le doute, je te fais un bisou. Sur la joue droite, Revker. Voilà. Mais oui, oui. Apocalypse, première guerre, deuxième guerre. Exceptionnel. Exceptionnel. Ah, c'est pour ça, tu viens d'arriver. J'ai vu Joyeux Noël, j'étais assez petite, moins de 10 ans, j'ai jamais reçu de film de... J'ai jamais revu peut-être, de film de guerre. Mais Joyeux Noël, c'est plutôt gentil, non? Il me semble que ça se passe bien. Néo-film sur la Première Guerre mondiale, il y a à l'Ouest, rien de nouveau, oui, qu'on nous disait tout à l'heure, et évidemment. Je sais plus qui l'a dit, mais on en parle d'ailleurs, j'ai vu que vous étiez pas mal à réagir sur à l'Ouest, rien de nouveau, que j'ai pas vu. Voilà, moi c'est un film que j'ai pas vu. Kingsman, première mission, oui alors. oui, ça passe, Robin Chagrin. Et les Sentiers de la Gloire, pareil, je ne l'ai pas vu. Il y a plein de films un peu comme ça, un peu anciens et cultes que j'ai pas vu. Je pense à Platoon, quand on est dans les films de guerre. Platoon, je l'ai pas vu. Pour vous donner un exemple, moi, les 12 hommes en colère, qui est exceptionnel. Vraiment, si vous l'avez pas vu, 12 hommes en colère, c'est quoi? C'est un Polac? C'est un ciné Polac peut-être, 12 hommes en colère. Ben, il est incroyable. Vraiment, j'ai pris un pied mais monstrueux devant 12 hommes en colère, quoi. Vossiane, je pense que la Première Guerre est une guerre quasi seulement française. C'est les Français qui ont tout fait et les Américains et les Anglais n'aiment pas spécialement mettre la France dans son côté historique. Du coup, ils croient tout ce qu'ils ont tout fait lors de la Deuxième Guerre mondiale, en oubliant les Russes, en oubliant les Français pour le film Dunkerque, etc. Full Metal Jacket, c'est pareil, je l'ai pas vu. Bonsoir Bastien, bonsoir, comment vas-tu? Oui, c'est bien Polak, merci Dom. Mais voilà, 12 hommes en colère, c'était il y sera un jour dans les recos, il y sera. Et bref, voilà, c'est Full Metal Alchemist, pour moi je l'ai vu par contre. c'est pas le même, mais avec Edouard je l'ai vu, Full Metal Alchemist. Bonsoir Elfsit, bonsoir. Pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de parler du film 1917. C'est une nouvelle soirée, un nouveau concept où je parle de ces films qui m'ont marqué. N'hésitez pas, voilà, à mettre une note évidemment. 10 ma note pour 12 hommes en colère, mais ouais, moi je sais plus si je lui ai mis 9 ou 10, mais... Tu ne tueras point, il est excellent, il est très bien. Mais c'est la deuxième aussi, il me semble. C'est la Deuxième Guerre mondiale, mais il est très bien. Avec Andrew Garfield. Le film de Mel Gibson, d'ailleurs. Film de Mel Gibson. Tu es à Paris pour les vacances, on garde les bonnes habitudes, mais c'est gentil, Bastien. Merci beaucoup de continuer à nous regarder. Bonsoir, Dumb, également. Bonsoir. Oh là là, tout le monde arrive. Tonnerre sous les tropiques. Oui, c'est vrai, ça marche. Après, il y a la guerre du Vietnam aussi, mais bon, bref, il y a pas mal de... C'est pas ma guerre. Voilà, bref, il y a pas mal de films de guerre finalement qui sont excellents. Et il faut sauver le soldat Ryan. Enfin, il a failli y être ce soir, parce que vraiment, il faut sauver le soldat Ryan. Ouf, en termes de scène d'intro, pendant 45 minutes, c'est... Waouh! C'est quelque chose, hein. Il faut sauver le soldat Ryan pendant 45 minutes, faut avoir le cœur bien accroché, et après c'est plein de scènes où finalement horrible quoi. Vin Diesel, tout ça, TMTC quoi. Ça faisait 15 ans que je l'avais pas dit cette expression. La grande vadrouille, la 7ème quoi. Stalingrad, que j'aime beaucoup. Hano, non, Jean-Jacques Hano. Je crois que c'est Stalingrad, c'est un film français, il me semble, en tout cas d'un réalisateur français. Dunkerque, ouais, moi c'est certainement l'un des Nolan que j'aime le moins. C'est Jean-Jacques Hano, oui. Oh là là, mais je vous dis, ce soir ils sont connectés les neurones, ils sont connectés. Donc j'ai adoré Vin Diesel quand il drift avec le char d'assaut. Oh là là, mais... Bon, oui, Forrest Gump, oui, alors pour du... Fury, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas très fan des Fury globalement, mais alors celui-là, j'ai bien aimé, ouais. J'ai bien aimé. Donc, bon, bref, il y a plein de bons films de guerre. Vraiment, il y en a beaucoup. Et j'essaie de...
Le jour le plus long également, voilà. Un long dimanche de fiançailles également, voilà. Oh là là, attendez, j'ai pas dit bonsoir à 8, à App de Mac. Bonsoir App de Mac, bonsoir, bonsoir, comment vas-tu? Comment vas-tu? Et attendez, et Malone également, bonsoir Malone. Oh là là, mais ça y est, mais tout le monde nous rejoint, tout le monde nous rejoint. Je vais... N'hésitez pas, ceux qui nous rejoignent avant qu'on clôture sur 1917, à lui donner une note. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Oui, ça me fait beaucoup rire. Parce que Jean-Jacques, les blagues sur Jean... On arrête avec Jean-Jacques. On arrête, les amis. Inglourious Bastard aussi, c'est vrai, c'est vrai. Après, vous connaissez mon... Bonsoir, Jastraya. Mais bonsoir, comment vas-tu? Et merci à Dark pour ton follow. Merci d'avoir rejoint l'aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais oui, mais moi, vous savez, mon amour un peu capricieux avec... on va dire ça comme ça. Mon amour un peu capricieux avec Quentin Tarantino. Mais oui, oui, après Inglourious Bastard, bon film. Non, vraiment bon film. Voilà. Après Brad Pitt, quoi. Dans Fury également, du coup, on en parlait tout à l'heure. Mais on est très content de te voir aussi également. On est très très content. Et merci à Chapi Picoco également. Merci Chapi Picoco pour ton follow. Merci d'avoir rejoint l'aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais il y a plein de petits follow, plein de petits nouveaux. Merci beaucoup de nous suivre. Voilà. Et bah écoutez... 1917, merci pour vos votes, merci beaucoup pour vos 9 participants. On va tout de suite prendre la note pour ce 1917. Pour rappel, nous sommes ce soir en train de parler des films qui m'ont marqué. Et évidemment, vous pouvez partager vos avis sur ces films et vos notes. À votre avis, les amis, combien pour ce 1917? 8,8, t'es trop, Robin, t'es beaucoup trop. Bah, vos siennes encore plus haut du coup. Et Nakayomi, 7,9, respecte un peu 1917. Mais oui, Robin, 8,3. Oh là là, Dom, à ça, Dom. Le poil de cul. Et c'est Robin ce soir. C'est Robin qui gagne, évidemment. On va passer au deuxième film. Est-ce que vous l'avez deviné? Est-ce que vous avez deviné quel film se cache derrière ce petit dessin? Ça va pas être très compliqué, d'accord. Bravo Robin. C'est la petite sirène. Non, le labyrinthe de Pan. Oh là là, mais vous êtes trop fort. Le labyrinthe de Pan, film de Guillermo del Toro. C'est parti. Vous pouvez voter, vous pouvez mettre une note pour ce labyrinthe de Pan qui est sorti en 2006. Voilà, film sorti en 2006 de Guillermo del Toro, réalisé par Guillermo del Toro, écrit par Guillermo del Toro également, coproduit par un certain Alfonso Cuarón, évidemment, que j'embrasse, voilà, je vous le dis, lui pour le coup je l'embrasse vraiment. Pas vu non plus. Oh là 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 là, alors là vraiment, il faut y aller, voilà. Non, joué pas par Guillermo del Toro. Alors j'ai une petite histoire avant de vous raconter mon lien avec mon avis sur ce film. Déjà je vous raconte un petit peu l'histoire. Ça se passe pendant du coup les années fascistes en Espagne évidemment. Et on va suivre une petite fille qui déménage avec sa mère chez son beau-père qui est clairement un général fasciste. Qui est un gros salopard. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. C'est un dictateur, quoi. C'est un misogyne, c'est un homme violent. Et en fait, alors, pour s'évader de la réalité, ou parce que c'est où ça se passe vraiment, à vous de voir. Mais il va commencer à se passer, elle va commencer à avoir des êtres un petit peu spéciaux, voilà, on va dire ça comme ça. Dont un El Fauno, comment ça se dit? Parce que j'ai le titre en espagnol. C'est pas un fan, c'est un El Fauno, c'est un... Bon bref, une créature mystique qui va du coup lui donner 3 épreuves. Et voilà, et je vous en dis pas plus. Mais c'est voilà, et c'est un film du coup très onirique, très dans l'interprétation, quoi, voilà. Et moi j'ai beaucoup un faune, oui c'est peut-être ça, Mamie Aka, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas il est un faune, bah voilà, ce l'auditeur, bah confirmation. En tout cas le design du faune il est incroyable, mais j'en parlerai un petit peu après pour bah non, je vais vous en parler tout de suite d'ailleurs. Je trouve que les décors, les costumes et l'ambiance globale est fantastique. Voilà, je vous le dis, moi c'est vraiment
c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est qu'on est complètement dans le film. Mais Guillermo del Toro, de toute façon, en termes de décor, Guillermo del Toro, c'est incroyable. Il a une esthétique monstrueuse, enfin franchement, et là on y est pleinement. Il y a plein de créatures avec un design très particulier. Je parle pas de la grenouille sous l'arbre, ok, mais évidemment les amis, oh là là, mais alors ça, tout le monde le connaît cette créature là. Si vous la connaissez pas, je vais vous la montrer, mais c'est pour vous dire à quel point les créatures dans ce film là, j'ai marqué le labyrinthe de Pan, et je vais marquer le faune, tiens déjà je vais vous montrer le faune. Hop, voilà, bah vous voyez, il me le propose en deuxième. La créature qui moi m'a impacté, il la propose en deuxième. Alors, attendez, je vais enlever juste... Voilà, donc ça c'est le El Fauno, donc le fan, le faune. Donc voilà, donc avec la petite que l'on suit qui est là, et qui est une créature, voilà, un peu avec une tête de bouc, enfin voilà, je vous le montre, oh là là, vous êtes très entreprenant. Là, par contre, tu fais flipper, monsieur. Là, je te donne pas mes gosses, quoi. Mais évidemment, la créature que tout le monde a reconnue, que tout le monde connaît dans ce film, c'est celle-ci, qui est horrible. Mais quand je vous dis qu'elle m'a traumatisé, c'est qu'elle est extrêmement traumatisante. Parce qu'à la base, elle est comme ça, donc elle bouffe des fées. Voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà. À la base, elle est comme ça, cette créature. Et en fait... Elle prend des yeux qui sont sur la table, dans son assiette, je crois. Elle les met dans sa main. Et après, elle fait ce fameux comme ça. Et elle ouvre comme ça ses mains. La scène en question, elle est, voilà, regardez, il est pas beau. Il faut faire quelque chose. Là, il a fait une liposuction un petit peu trop brutale, je pense, d'accord? Il faut raffermir tout ça, monsieur. Voilà, oh là là, mais regardez-moi ce trauma. On dirait le film La Meute. Je sais pas si vous l'avez vu. La Meute, je sais pas si... Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est dans ce film-là, il me semble, qu'il y a des créatures qui ressemblent pas mal à ça. Oh là là, ça c'est très très vieux comme film, hein. La Meute créature, c'est très très vieux. J'arrive... Bah ouais, mais il va pas m'en proposer, on va pas le voir. Et c'est dommage. Voilà, bref. Donc, avec Yolande Moreau, nous dit Dum. Bah voilà, exactement. Oh là 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 là. Moi, je connais l'épisode de X-Files qui s'appelle La Meute. Mais tout se rapproche à X-Files, mais tout. Donc voilà, bref. Les designs sont fantastiques et permettent vraiment de se plonger à l'intérieur de cette histoire extraordinaire. Et à côté de ça, vous avez donc le côté fantasy, qui est un peu dark, hein, on est d'accord ? Dark fantasy, et le côté vraiment dur de la réalité, de la froideur de cet homme, de ce général, qui n'hésite pas. Moi, il y a une scène qui m'a extrêmement marqué, je pense, je sais pas si vous avez deviné laquelle je veux parler, mais avec cet homme-là, il y a plein de scènes où il est complètement barjot. Il y a même une scène où il se recoule la lèvre, enfin c'est horrible. Et d'ailleurs, une scène très graphique, très bien faite, avec un jeu de miroir et tout ça. Mais oui, je parle de la scène du nez d'Humb, exactement, où le général, à un moment, arrête deux paysans, deux chasseurs qui restaient pas très très loin. Exactement, Chris Draw. Qui est pas très... Qui en fait traîne aux abords de la propriété. Et il pense que c'est des espions, je crois, ou quelque chose comme ça. Et le chasseur, il dit, bah non, on est juste des chasseurs et on chassait le lapin. Et en fait... Il prend la tête de l'un d'eux, il prend une bouteille et il lui explose le nez comme ça, à coups de cul de bouteille. Et il le tue en fait. Il le tue comme ça et c'est assez explicite en plus, c'est bien montré. C'est d'une violence qui rappellerait presque la scène de l'extincteur dans Irréversible. Et tout ça pour que la scène se termine comment ? Et je crois qu'il tue le deuxième d'ailleurs, d'une balle. Il me semble que c'est ça. Tout ça pour que finalement, après, ils prennent le sac que les chasseurs avaient avec eux, ils l'ouvrent, et là, ils voient qu'il y avait vraiment des lapins dans le sac. Donc, c'était vraiment des chasseurs qui venaient chasser le lapin, quoi. Et voilà, et il y a plein de scènes comme ça. Il tue quelqu'un dans le dos froidement, et voilà. Et je vous parle pas de la fin qui est horrible également, quoi.
qui est horrible également. Le film est d'une brutalité assez explicite, assez froide. C'est ça, c'est vraiment une violence froide, très brute, qui contraste avec le côté très fantastique de ce que vit la fillette. Et c'est cette différence qui vraiment forme un tout unique. Et c'est pour ça que j'aime énormément ce film. Voilà. Bref, allez, je vous lis parce que là je pourrais parler des heures. Et après je vous raconte une petite anecdote sur ce film. La première fois que j'ai vu ce film, j'étais en seconde en espagnol. Mais c'est fou Bastien, mais c'est l'anecdote que j'allais vous raconter. Mais on a tous les mêmes profs ou quoi? J'étais en seconde en espagnol. Ce film a marqué par sa réalisation, l'univers, le cadrage dans l'Espagne franquiste a permis que ma prof me projette le film. Bref, un banger. Mais oui, mais oh là là, mais c'est terrible. Mais je vais vous raconter la même anecdote du coup. Robin, Guillermo del Toro nous offre un voyage onirique entre le rêve fantastique et la dure réalité de notre monde, où les vrais monstres sont les hommes, plus la créature avec les yeux dans les mains. Et les autres créatures sont plus doux et plus merveilleux. Un voyage sensoriel avec des décors, des costumes et des maquillages fabuleux. Mais je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Vossiane, dans ce genre de film, c'est en fait toujours un acteur-interprète vachement maigre qui tourne sur tous les plateaux et qui en plus est un peu contorsionniste et danseur. Un peu comme Andy Serkis. Ah, donc le mec... Parce que moi je sais que dans Rec et dans Mama également, c'est un acteur espagnol, Beauté. Il s'appelle Beauté. Alors son prénom, je me souviens plus, mais c'est celui aussi qui joue dans Insidious, dans le 4, ok. Je vous en ai parlé et c'est ben, je vais vous retrouver une photo. Ça se trouve, c'est peut-être lui qui joue du coup la créature. Il est de toute beauté, exactement. Exactement. Alors attendez, Insidious. J'ai marqué beauté. Je ne sais pas si ça va marcher. Pas certain, non. J'ai marqué Insidious 4. Voilà. Est-ce que je vais avoir l'acteur, peut-être? Peut-être par là? Non, toujours pas. Non, Joseph Bichara, c'est... Voilà, c'est Javier Beauté. Ben oui, évidemment Javier. Comment... Il est espagnol. C'est terrible. C'est comme si j'avais dit il est portugais et que j'aurais dit Rodriguez. Oh là là, c'est terrible. Donc voilà, donc c'est ce monsieur. Il a un corps très, voilà, très atypique. Voilà, il joue dans Rec, il joue dans Mama et je sais pas s'il joue du coup dans El Fauno, peut-être. C'est Doug Jones qui joue la créature dans le labyrinthe de Pan. Il a aussi joué l'homme poisson dans La Forme de l'eau. Excellent film, La Forme de l'eau. Excellent film, quoi. Voilà. Et là, c'était dans Rocky, voilà. Enfin, je sais pas dans quoi il joue, mais voilà. Mais c'est ce monsieur, en tout cas. Voilà, c'est pas la Casa des Papel, ok? C'est pas le professeur, ça a rien à voir. C'est pas le même monsieur, d'accord? C'est juste les lunettes et la coupe. Doug, tu dis comment il s'appelle? Doug Jones. Ah oui, bah il a pas fait que ça, donc il a fait La Forme de l'eau, effectivement. Ah, mais c'est celui qui joue dans Hellboy aussi. Oh là là, mais Hellboy, mais Guillermo del Toro, moi, de toute façon, tout son cinéma. Il y a peut-être juste Crimson Peak que j'avais pas trop aimé. Mais Guillermo del Toro, mais allez voir tous ses films, quoi. Allez voir tous ses films, c'est juste incroyable. Incroyable. Vraiment, c'est... Hellboy, pour moi, c'est le 1 comme le 2, surtout le 2. C'est fantastique, mais Guillermo del Toro, Pinocchio, quand il y a le Pinocchio de Robert Zemeckis ou de Disney, comme vous voulez, qui sort, et le Pinocchio de Guillermo del Toro, mais quelle claque. Oh, mais j'attends tellement aussi Robin Frankenstein, mais tellement. Donc bref, voilà, Guillermo del Toro, Hellboy, vous l'avez pas vu, mais regardez-le. Si vous avez la chance de voir Hellboy, mais sautez dessus, quoi. Vraiment, c'est... Voilà. Bref, je crois que j'aime beaucoup. Et petite anecdote sur le labyrinthe de Pan, mais du coup, je vous ai un petit peu spoil. Toi en 4e, Malone, mais oh là là, on a tous la même enfance, en fait. Non, mais moi, je l'avais vu en seconde. Et mais c'est pas la première. Attendez, je suis en train de dire des conneries. Je l'ai pas vu pour la première fois. C'était en première d'ailleurs. C'était en première et c'était pas la première fois que je le voyais. Je l'avais vu avant. Je l'avais découvert avant. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'avais vu et parce que c'était la période où je commençais à regarder énormément de films.
Et donc je regarde le labyrinthe de Pan et notre prof d'espagnol de première nous dit bon bah écoutez, on va regarder le labyrinthe de Pan. Et je dis ah bah trop cool, moi j'adore ce film. Et je crois que mon prof d'espagnol ne m'aimait pas trop. Parce que du coup, on regarde le film, et il y a des films comme ça, il y a Mar Adentro aussi, Mar Adentro avec Javier Bardem également, que je vous conseille, on en avait déjà parlé, Mar Adentro que j'ai vu en seconde, et un film aussi sur le Che qui s'appelle le Itinéraire... Itinéraire, je sais plus comment ça s'appelle. Mais j'aime beaucoup aussi ce film-là. Bon bref, voilà, il y avait pas mal de films comme ça. Et donc on regarde le labyrinthe de Pan. Et arrive la scène de la bouteille, d'accord. Et c'était la période où moi j'étais dans ma période un peu crado, gore, rigolo. Et arrive la scène de la bouteille. Et là je me retourne vers mon meilleur ami qui était avec moi dans la classe. Et je dis oh tu vas voir cette scène-là, elle est géniale et tout. Et là le prof il me pose. Parce qu'il a entendu ce que j'ai dit. Il me pose et il me dit ah parce que toi tu trouves ça génial. Et je me suis pris mais une clim. Mais monumentale. Mais moi en plus j'étais là en mode oh, tu vas voir c'est génial. Mais en mode oui c'était horrible. Mais voilà c'était gore. Donc j'étais ado quoi. J'étais con. Et je me suis pris mais une clim. J'ai plus rien dit de tout le reste du film. Même la fin tout j'ai plus rien dit. Voilà, je vous jure, ça m'a trauma. Quand il a mis pause devant tout le monde et qu'il m'a dit parce que toi tu trouves ça génial. Oh, pardon, excusez-moi monsieur. Voilà, c'était la petite anecdote. Mais non, c'est pas génial. Évidemment que c'est avec le recul, évidemment que c'est pas génial. Mais sur le coup, j'étais un petit ado, un tout petit ado. Je regardais des films aussi très intéressants comme The Fountain et tout ça. Je regardais pas que les trucs gore, monsieur. Mais oui, j'allais aussi voir Saw notamment. Voilà, bon bref. Voilà, voilà, c'était l'anecdote. Bref, regardez Le Labyrinthe de Pan, c'est un excellent film de Guillermo del Toro. Regardez même plus largement The Fountain. Oui, vous connaissez pas The Fountain alors, c'est de Darren Aronofsky. Voilà, et moi j'aime beaucoup The Fountain. Un jour il y sera dans les recos. C'est vraiment pareil, c'est très onirique et il faut aimer. Mais Carnet de voyage, merci. Merci Robin. Voilà, c'est Carnet de voyage, le film sur le Che. Oh là 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 là. Énorme. Carnet de voyage, moi, ça m'a transporté, quoi. Vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. Oui, The Fountains avec Hugh Jackman et Rachel Weisz également. Exactement. Exactement. Et vraiment, The Fountain avec des musiques de Clint Mansell qui sont extraordinaires. Mais c'est un film... ouais, c'est très spé. Vraiment, c'est très, très spé, The Fountain. Mais moi, c'est un film, je sais pas, vous savez, on en parlera un jour et je dirai certainement la même phrase que ce que je vais dire là, mais The Fountain, c'est le genre de film un peu comme 2001, l'Odyssée de l'espace. Je fais un très gros parallèle, d'accord ? Mais 2001, l'Odyssée de l'espace, vous savez, c'est un film qui, la fin, Chroma, donc Karim Debache le disait, c'est un film qui vous parle ou pas du tout. Et Karim Debache a été très sensible à la fin de 2001, moi pas du tout. Et The Fountain, c'est exactement ça ce qui s'est passé sur moi. C'est que la fin m'a transporté dans un délire où je comprenais pas ce qui se passait, mais j'étais juste spectateur, observateur et je participais à un délire et moi j'étais en plein dedans, quoi. Vraiment, j'étais voilà. Bref, on en parlera un jour, voilà. Un peu dans ce style torturé, j'ai été étonné de voir un film basque complètement tourné en basque, Hereditary, le forgeron et le diable, qui parle du Pays basque en 1841, un homme qui capture un démon. Mais je connais pas du tout. Mais j'adore vos recos, mais j'adore, mais merci beaucoup. En parlant de Darren Aronofsky, il était récemment à Paris pour une séance spéciale célébrant les 25 ans de la sortie de Requiem for a Dream. Mais alors Darren Aronofsky, c'est spé comme filmo, hein, parce que il n'y a pas tout qui est réussi. Moi, j'aime pas toute la filmo. Après, c'est normal, on peut pas tout aimer non plus, mais j'ai un peu du mal. Et puis, apparemment, le personnage, notamment sur Mother, est un peu parti en cacahuète, quoi. Donc voilà, bref. J'ai voulu voir The Fountain à la fin, je suis tombé, j'ai fini
tout mouillé. Je sais pas pourquoi je rigole. Je sais pas, ça m'a fait rire parce que je l'ai compris après l'avoir lu, je crois. Bon bref, film suivant. Allez, film suivant. Je prends vos notes, pardon. Oh là 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 là. J'ai failli partir sans prendre vos notes. C'est terrible. Merci beaucoup, c'est de votre temps. Merci infiniment. Combien pour ce labyrinthe de Pan? Ça va être une bonne note. Ça va être une très bonne note. Oh là là. Oh là 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 là. Je vous en dis pas plus. À votre avis, 8,4 vous êtes trop et 8,2 vous êtes trop bas. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Oh Robin et Nakayomi, c'est terrible ce qui vous arrive. Mais oui, Drazergar, 8,3. 8,3 également. C'est la même note que pour 1917. Oh là là, Drazergar, tout le monde a suivi. Vossian, Nakayomi, Bastien. Oh là 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 là. Égalité avec 1917, exactement. Exactement. Oh là là. À votre avis, allez, film suivant. À votre avis, de quel film allons-nous parler? Aura-t-on égalité ce soir sur les notes? Peut-être. Sur les 6, je pense pas. Si les 6 ont la même note, je me coupe une couille. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis, je me coupe une couille. Les Fils de l'Homme, mais oui, tout à fait, Les Fils de l'Homme. Film, évidemment. Alors déjà, c'est parti. Vous pouvez voter tout de suite pour Les Fils de l'Homme. Alors, je vous le dis tout de suite, film sorti en 2006. Comme le labyrinthe de Pan, réalisé par un copain de Guillermo del Toro, réalisé par Alfonso Cuarón, certainement pour moi le meilleur réalisateur ever. Voilà, je vous le dis, et un homme formidable en plus, et un homme formidable que j'ai eu la chance de rencontrer 2 fois à Lyon, et les 2 fois, il était, je pense, encore plus gêné que moi. Oh là là, un Rio sauvage apparaît, un Rio sauvage apparaît. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de gratter dans son panier. Je vous le montre. Voilà, c'est l'attraction de la soirée. Ça va, mon pote? Il fait sa life. Bref, donc Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, voilà, qui est vraiment un homme extrêmement gentil. Et un réalisateur extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Alors, c'est encore une adaptation, comme il l'avait fait pour Harry Potter 3, d'ailleurs. Mais il vous embrasse, il vous embrasse. Il viendra peut-être vous faire un petit bisou en fin de live. Peut-être. Bonsoir Droïde, bonsoir. Comment vas-tu? C'est exactement ça. C'est le monsieur, Alfonso Cuarón, c'est le monsieur qui a demandé une photo avec la suite de Trow. Voilà. Il est pas du tout anglais. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent-là, d'accord? Toujours est-il que Les Fils de l'Homme racontent... C'est très dur à raconter, mais globalement, c'est dans un futur dystopique. Stopique. Non, il est pas espagnol, Alfonso Cuarón. Il est pas du tout espagnol, il est mexicain. Mais au Mexique, il parle espagnol. Donc voilà, c'est pour ça le raccourci est là. Non, mais il est mexicain comme Guillermo del Toro et Inarritu. Et ensemble, ils forment la triplette, quoi. La triplette de Belleville, évidemment. Donc bref, ça se passe dans un futur dystopique où l'humanité ne peut plus faire d'enfants. Voilà, les femmes et les hommes deviennent stériles. Sauf que il y a une femme qui tombe enceinte. Et c'est du coup... comment cette personne-là va être mise à l'abri et aller vers la terre promise. Donc c'est Clive Owen, donc le monsieur qui est sur la fiche, qui va essayer du moins de l'amener en terre promise. Voilà, je me rappelle plus trop pourquoi, mais voilà. Mais en tout cas, c'est un petit peu ça. Alors il se passe plein d'autres choses. C'est très dur à résumer, mais c'est une aventure extraordinaire. C'est un film avec des acteurs formidables. Je parle évidemment de Clive Owen. Il y a Julianne Moore que j'adore énormément. Il y a Michael Caine aussi. Il y a Michael Caine qui joue. Voilà, c'est vraiment des très très bons. C'est un très bon casting. Évidemment, que serait un film d'Alfonso Cuarón sans une réalisation extraordinaire, avec notamment dans une voiture un plan séquence monstrueux. Vraiment, il est incroyable le plan séquence dans la voiture. C'est voilà, exactement, Chris Draw. Et pour moi, c'est
l'avant Gravity, quoi. C'est vraiment, il s'est dit, ok, j'ai un petit peu de moyens, je vais essayer de faire une scène qui a de la gueule, un plan séquence qui a de la gueule. Et dans Gravity, il avait le budget et il s'est éclaté. Et le plan séquence, faut voir comment il a été réalisé. Mais je sais pas du tout comment il a été réalisé. Et j'ai très envie de voir. Bah, je vais aller voir. Bah, écoutez, on va aller voir tout de suite. Oh là là, c'est aussi ça, les soirées comme ça. Écoutez, on va aller voir tout de suite. YouTube. À Skip, il y a une plateforme comme ça où on peut voir des vidéos et tout. Alors, hop. On va aller voir ça tout de suite. Les fils de l'homme. Behind the scene. Et je vais marquer car. Comme voiture, évidemment. Est-ce que c'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Alors, je suis désolé. Attention. Ça va spoiler, chérie. Attention, ça spoil un tout petit peu la scène. Ceux qui ne l'ont pas vu, détournez les yeux un quart de seconde. Parce que là, je peux pas regarder sans spoiler un tout petit peu. Je m'en excuse, je m'en excuse. Trop fort en anglais, mais bien sûr, C'est vrai, Michael Caine en fumeur, c'est vrai. Alors, attendez, bon. Donc ça, c'est la scène en question. Oh là là, mais regardez. Alors oui, oh là là, mais ce plan d'intro, j'allais vous en parler justement. Mais cette scène d'intro, elle est incroyable. Voilà, donc Alfonso Cuarón qu'on voit là. Voilà, et ça, du coup, c'est la... Non, c'est pas la scène en question. Voilà, Clive Owen, du coup. Alors, quand est-ce qu'est tournée la scène? Non, Alfonso Cuarón, qu'on embrasse. Où est tournée la scène? Ah là là, ça va être là. Je pense que ça va être là. Donc là, vous voyez, ils se font attaquer dans la bagnole. Voilà, donc à mon avis, c'est ça. À mon avis, ça doit être ça. Mais allez, non, on veut juste voir comment ça a été fait. Donc ça, c'est la scène en question, d'accord. Mais on fait que de la revoir, en fait. Sauf que moi, j'ai envie de voir comment c'est fait. Et vous voyez, donc cette caméra, elle tourne... Voilà, ok, bah super, c'est bon, on y est. Mais non, mais la bagnole était sur un rail de tram... Non, mais c'est incroyable. Alors ça, vous savez ce que c'est? Ça, je l'ai appris dans Motor Show à Disneyland Paris. Là, le monsieur qu'on voit devant, ça, non, il est derrière, le monsieur. Il est soit sur le côté... non, vous avez devant et derrière. Vous avez deux mecs à l'avant et à l'arrière. Et ça, c'est des gens qui conduisent la voiture, du coup. À mon avis, ça, c'est les pilotes de la voiture. Oui, bah voilà. Il suffisait d'attendre. Oh, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable comment c'est fait. Et ça, c'est... Mais bien sûr, c'est du génie. C'est du génie. Mais en plus, qu'est-ce qu'ils doivent s'éclater. Oh là là, Alfonso, on t'embrasse, évidemment. Et il peut piloter la caméra à distance. Oh là 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 là. Oui, voilà, donc par-dessus, par le toit. Mais c'est du génie. Voilà, mais toi aussi, mec, bravo, Franck. Il est buono, Franck. Dans son domaine, il est très très buono. Oh là 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 là. Mais c'est extraordinaire. Mais en plus, du coup, c'est une toute petite caméra. Oh, mais c'est incroyable. Mais le nombre de... Vous imaginez en amont... Là, c'est le passionné qui parle. Et j'ai pensé tellement au Kindership. Et ça, c'est le passionné qui parle. Mais vous imaginez le travail de préparation qu'il y a derrière. Le travail de préparation, il dit ok, la caméra comme ça, mais c'est tout penser, se dire écoute, Alfonso Cuarón, il arrive, il dit voilà, mon petit storyboard, j'ai une idée de plan, c'est un plan séquence, comment est-ce qu'on fait quoi? Et le mec, il arrive, le bueno là, et il dit bah écoute, pas de problème, je vais te mettre une caméra, voilà, qui va faire comme ça quoi. Oh là 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 là. Luc, ah bah on t'embrasse Luc. Mais c'est... On dirait une imprimante 3D vu comme ça. Ah et le siège qui se baisse pour laisser passer la caméra et tout, mais c'est incroyable. Je suis... Je lâche mon like. Je vous le dis, je lâche mon like. Non mais bref, excusez-moi, je pourrais regarder ça pendant des heures. Ouais, je vous le dis, je pourrais regarder ça pendant des heures. Oh là 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 là. Mais regardez-le ce film, je vous en supplie, regardez-le, il est génial. Vraiment, j'ai envie de vous dire dans ce film, comme dirait Emmett, tout est super génial. Voilà, je vous le dis.
Mon deuxième Alfonso Cuarón après Gravity qui reste top 1. Une histoire terrible mais tellement bien racontée, nous dit Robin, avec une tension palpable à chaque séquence. L'intro est puissante, mais oui, parce que l'intro du coup c'est Clive Owen qui va se servir un café dans un Starbucks. Et il ressort et là, paf, ça explose. Et là, paf, pastèque. Et il y a quelqu'un qui ressort. Je me demande si elle a pas son bras à la main. Mais pas comme ça, vous voyez, elle le tient pas comme ça. Non, plutôt à plus de bras au niveau d'ici à peu près. Et elle le tient dans la... Enfin bref, c'est... Bref, c'est très impactant quoi. Les plans séquences sont brillants et le casting est phénoménal. Mention spéciale à Michael Caine qui me faisait rire avec son running gag sur le mot amigo. Mais sinon, quel chef-d'œuvre. Mais oui. Vossian. Perso, j'ai pas vu les films d'Alfonso Cuarón. Par contre, j'ai vu les films d'Alfonso Canon. Ça fait que je reçois la 5G grâce à mon vaccin. Je veux pas savoir. Vossian, le meilleur plan séquence d'action dans une voiture en route a été fait dans un film asiatique et making of est juste énorme avec les acteurs qui allongent le dossier pour s'effacer devant la caméra, qui prennent eux-mêmes la caméra. Mais là on était un peu là-dedans aussi avec les sièges qui descendent et tout, mais les making of c'est incroyable. The Raid c'est excellent. The Raid c'est très très bon aussi. Le 1 comme le 2 d'ailleurs. Très très bon film. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire de plus quoi. J'aime beaucoup pareil la colo du film très grise, qui est très en phase avec le sujet, quoi. Et non, bah voilà, j'adore ce film de tout mon être. Regardez-le, c'est d'un point de vue de réalisation, c'est juste formidable. D'un point de vue scénaristique, pareil, mais tout est excellent, quoi. Ouais, rien que pour la course-poursuite, rien que pour le making-of qu'on vient de voir, regardez Les Fils de l'Homme. Voilà, vraiment. En parlant de The Raid 1 et 2, le nouveau film de Gareth Evans, Avoc, avec Tom Hardy, sort enfin le 25 avril sur Netflix. Sur Netflix, bordel, putain, il y a tellement de films que je rêverais de voir au cinéma et qu'on ne peut plus. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais bon, écoutez, au moins c'est gratuit, enfin gratuit, contre un abonnement, mais c'est gratuit quand même. À votre avis, les amis, combien pour Les Fils de l'Homme, à votre avis? Tu aimes la colo parce qu'il y a les chamallows autour du feu, exactement. J'aime un jour en colonie, lassi. Oh, je sais plus dans quoi c'est ça. Et oui, 8,5, exactement, Robin, c'est encore pour toi. 8,5 pour Ces Fils de l'Homme, qui prend la tête de cette soirée, qui a la meilleure note pour l'instant. Oui, c'est un point de vue, Nakami. Oui, non, mais c'est pour ça que je me suis rattrapé. Rien n'est gratuit. Ne vous en faites pas. Voilà, écoutez, oui, de pas de beaucoup, ok. De pas de beaucoup, ça prend la tête. Mais je suis très content, voilà. Alfonso, si tu nous écoutes, je me suis défoncé le pec gauche. J'espère que vous l'avez entendu parce que ça m'a vraiment fait mal. Tu étais à 2/10 de perdre une couille. Non, attends. J'ai dit si les 6 films ont la même note, je m'en coupe une. Là, on était loin. Allez, film suivant, les amis. À votre avis, il est plutôt simple. Le film suivant, ça se voit direct. À votre avis, de quel film est-ce qu'on va parler? Barbie, exactement. The Wall, exactement. Alors, je sais pas si ça dit The Whale. The Whale. Peut-être The Whale. La baleine, quoi, voilà. Qui est très imagée. On comprend tout de suite pourquoi. Mais The Whale, je vous balance tout de suite le sondage. C'est parti. Une note entre 1 et 10 pour The Whale. Tout de suite. Un film, on n'en parlait pas vu. Oh là là, mais alors là, c'est pareil. The Whale. Et bah oui, voilà. Je vais dire ça alors. Et bah écoutez, vraiment, pareil, donc un film, on en parlait tout à l'heure, de Darren Aronofsky, qui revient après pour moi un petit passage de l'enfer entre Noé, Noé c'était dur quoi, Noé et Mother, et enfin The Whale avec en plus Brendan Fraser qui revient après des années d'absence au cinéma, dans un rôle, mais comme le dit l'affiche, moi je peux pas vous faire mieux que ça, mais c'est bouleversant. Oui, sondage en cours, il y est le sondage. Regarde, il est là. Je l'ai juste pas affiché, mais il est là. Donc ouais, enfin, Brendan Fraser est bouleversant.
Vraiment, c'est le mot. Il est électrisant. Il y a des scènes où on se dit, mais putain, où on est énervé contre lui. Et la scène d'après, on en chiale. Enfin, c'est très dur, très très dur comme film. Je vais vous raconter une petite anecdote. Voilà, d'abord l'histoire du film tout simplement. Et ben, c'est l'histoire de Brendan Fraser, voilà, donc de ce monsieur en tout cas, d'un père de famille qui vit seul chez lui, qui suscite le dégoût auprès de pas mal de gens de son entourage et notamment auprès de sa fille, je crois. Parce qu'il est atteint d'obésité, oui, on peut dire obésité morbide, je crois que ça porte ce nom-là, je veux pas être insultant, mais il me semble que ça porte ce nom-là. Et en fait, c'est un film qui est ouais, non, mais bouleversant, quoi, parce que le film, vraiment, il vous fait passer par tous les états. Et je parle pas les états d'Amérique, hein, je parle vraiment des états... Putain, je suis nul. Je vous parle vraiment des émotions, quoi. Parce qu'au début, vous le voyez, vous dites, putain, pauvre homme, il est tout seul chez lui. Et la seconde d'après, il est là et vous vous rendez compte qu'il a aucune volonté parce qu'il se rue dans le frigo et il est pris d'une crise de fringale, mais où il va bouffer, il va dévaliser le frigo. Et là, vous vous dites, mais mec, mais arrête en fait. Enfin, genre, t'es dans un état à la limite de mourir et toi, tu te rues sur le frigo, mais ça s'explique parce qu'avant, il est triste. Enfin, c'est beaucoup d'émotions contraires ce film. Vraiment, l'écriture est vraiment extraordinaire. La réalisation est très sobre, mais d'un point de vue scénaristiquement parlant, c'est extrêmement bouleversant, quoi. Voilà, c'est extrêmement bouleversant et voilà. Donc en fait, vous avez de la peine pour lui, puis après vous le détestez. Et puis en fait, il se met d'un coup à lâcher son morceau de poulet et à pleurer de tout son être parce qu'il se rend compte à quel point il se considère comme pathétique et que c'est justement parce qu'il se considère pathétique que derrière il va se ruer sur la bouffe. Enfin, et à côté de ça, sa fille qui le rejette, mais c'est plus compliqué que ça. Enfin, et puis la fin, quoi. Puis la fin qui très Darren Aronofsky-esque, on va dire ça comme ça. Mais mais la fin, elle m'a bouleversé aussi, quoi. J'ai envie de le revoir, en fait. Vraiment, oui, il y a le rôle de l'infirmière à domicile qui est finalement là pour apporter ce petit point de vue extérieur et ça marche très bien. Mais tous les personnages sont très bien écrits, ils apportent tous quelque chose qui viennent contrebalancer, qui viennent... voilà. Et tout se passe en huis clos, hein, évidemment, parce que ce monsieur qui fait plus de 200 kilos, qui de mémoire fait pas très loin des 300. Il me semble de mémoire hein, que dans le film ils disent qu'il est pas très loin des 300 kilos et en fait il est de quelle année le film c'est une bonne question, mais il doit pas être vieux, il doit être de 2021 ou 2022. Attendez, parce que justement je me réfère à mon voyage au Brésil parce que j'ai une anecdote. Ça doit être 2022 du coup, 2023 en tout cas, ça a moins de 5 ans. 2022, 2023. Oh là là, faux. Moi aussi, j'hésite entre 2022 et 2023. Bon, en tout cas, par là. Et 2023 en France. Bah, super. Voilà, au moins en France. Donc 2022 aux États-Unis, 2023 en France. Et voilà, donc tous ces personnages apportent vraiment beaucoup de choses à l'histoire. Et donc, la réal, elle est pas extraordinaire parce que c'est un huis clos. Mais vous savez, c'est pas un huis clos à la Danny Boyle, genre 127 heures, qui se permet pas mal de figures de style, qui tente des choses, voilà. Non, là, c'est vraiment un huis clos très froid, mais en même temps très terre à terre, mais en même temps, la réal n'a pas besoin de plus, quoi. Et c'est là aussi qu'on se rend compte des fois des qualités de certains réals, c'est que Darren Aronofsky, à part sur la fin, est capable de faire des films comme The Fountain, dont on parlait tout à l'heure, ou comme Noé, mais alors j'ai pas trop aimé Noé, mais Noé, il y a des tentatives esthétiques très appuyées, et là au contraire c'est un cinéma plus sobre, qui se focalise en fait sur son personnage principal, et qui a pas de fioriture, qui
qui justement ne s'embarrasse pas de grossièreté, voilà, vous voyez, c'est crade austère, mais pour l'ambiance, mais en termes de réel, c'est très sobre justement, et ça tombe pas dans la lourdeur justement, et voilà, bref, moi j'adore ce film, quoi. J'adore ce film. Je l'ai lancé. Je vais vous raconter l'anecdote du coup. Donc je suis allé au Brésil. Ça vous le savez certainement pour la plupart d'entre vous. C'est mon plus grand voyage, en tout cas le plus lointain. Et vous le savez sans doute aussi parce que je le dis souvent. Mais ma plus grande phobie, c'est l'avion. Voilà, c'est vraiment l'avion. Mais j'aime beaucoup Watchmen. Vous savez que j'ai failli mettre Watchmen ce soir. Vous êtes passé à ça. Vous êtes passé à ça d'avoir Watchmen. Bonsoir Koyomi, pardon, je t'avais pas vu, mais t'es jamais en retard. T'es jamais en retard. Mais je savais pas que ça s'appelait des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Je savais même pas qu'il y avait un nom pour ça. Donc merci Koyomi. Bref, donc l'avion, c'est ma plus grande phobie. Et je sais plus si c'est à l'aller ou au retour. Je crois que c'est au retour. Parce qu'à l'aller, j'avais un petit peu peur quand même. Merci beaucoup, Arty, pour ton 13e mois d'abonnement. 1 an et 1 mois. Nombre premier, évidemment. Merci beaucoup, Arty. Merci beaucoup. Merci. Il est très chaud, Arty. C'est un artichaut ce soir. Voilà. Je suis désolé. Je sais pas d'où elle sort. Je te l'ai jamais faite. Fallait que ça arrive un jour. Merci beaucoup, Arty. Merci infiniment. Et donc voilà, donc bref. Et je me dis à un moment, écoute, il faut que je lance un film parce que l'avion me fait trop peur, ça bougeait un petit peu. Et j'ai vu Le Petit Nicolas, que j'ai adoré. Et j'ai lancé aussi donc The Whale. Et pendant 1h30, je n'ai pas senti une seule secousse, une seule perturbation. Je reprends l'avion très bientôt, je suis comme ça. Je vous le dis, je suis comme ça. Bref, je n'ai pas senti une seule turbulence, tellement j'étais hypé par le film. Il m'a pris, mais le film m'a pris d'un bout à l'autre. Voilà, je vous le dis, le film m'a pris d'un bout à l'autre. Et j'ai... Enfin bref, voilà quoi, il m'a bouleversé. C'est le genre de film où je suis ressorti du visionnage en me disant... Waouh, dans mon cœur de cinéphile, il a fait sa marque, quoi. Vraiment, il a fait sa marque. Et la preuve, je vous en parle ce soir. Regardez-le, regardez The Whale. C'est un excellent film. Un excellent film. En tout cas, vous ne ressortirez pas indemne de ce... vous ne ressortirez pas indemne, voilà, de ce film-là, c'est certain. Oui, j'ai une petite mèche rebelle, oui. On l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. Je l'entretiens. Avec du Viveldop fixation béton, évidemment. Voilà, bref, vous n'en ressortirez pas indemne. Cet amour avec toi. Il y a trop de gens qui t'aiment. Voilà, Waouh, très belle note. À votre avis, les amis, combien pour ce The Whale? Hop, je prends vos notes tout de suite. Oh là là. Oh là là, ma couille. Oh, ma couille, elle a failli y passer, ma couille. 8,3, exactement, Nakaomi. Oh là là, Adeline, à ça, Adeline. Oh là là, vous savez quoi? Là, si pour les fils de l'homme, on aurait eu 8,3, je vous jure, j'aurais commencé à suer. J'aurais commencé à avoir mais des gouttes en train de me dire oh là là, je vais devoir me prendre un cutter et le montrer en direct que je me coupe une couille. Ouf, heureusement il y a Alfonso Cuarón. Heureusement, Alfonso est toujours là. Il est toujours là. Évidemment, je vous lis, hein, je vous ai pas lu. Ah bah voilà, en plus Robin l'a remis, comme ça m'évite de remonter trop loin. Ça m'évite trop loin. Il y a eu plein d'acteurs qui ont arrêté leur carrière à cause du dos. Le mari dans Ma sorcière bien aimée en est un cas connu aussi. Ah mais je connais pas du tout. Donc merci Vossiane. Robin dans mon top 3 de mes films préférés de Darren Aronofsky. Un huis clos intime, touchant, bouleversant et intense. Brendan Fraser est touchant et d'une humanité profonde dans ce film. Humanité, c'est vraiment bien le mot. Tiens, tu as vraiment mis le doigt sur le mot. C'est que... Il est d'une humanité, d'une sensibilité qui moi, m'a bouleversé, quoi. Vraiment, c'est le mot. Brendan Fraser, incroyable. Perso, je me suis reconnu dans son personnage dans le sens où il a apporté de l'amour et de la connaissance aux gens, mais qu'il est seul. Mais oui, mais c'est horrible. Et avec le livreur de pizza aussi, où ils sont potes un peu à distance, mais... Oh là là, mec.
On a envie de chialer à chaque fois. J'ai pleuré trop de fois pendant le film. La musique est poétique, onirique et mélancolique. Mais oui, la musique, j'en ai pas parlé. Mais oui, la musique, tu as raison de la souligner également. Et à la fin, j'ai tellement chialé que j'ai du mal à me lever de mon siège. Mais moi, je suis resté assis dans le mien pendant pas mal de temps, parce que déjà, j'avais pas le choix. Dans l'avion, j'avais pas le choix. Même si dans l'avion, il faut savoir que je vais pisser très souvent. Non pas parce que j'ai envie, mais parce que ça me fait 2 minutes de mon trajet en moins. Pendant 2 minutes, je me lève, je me marche, je me détends, je fais mon petit pipi même s'il n'y a rien à faire, j'appuie, j'ai l'impression que je vais me faire aspirer par la chasse d'eau et après je retourne m'asseoir. Mais vraiment, je fais que ça. À l'aller, quand je suis allé à Rio, c'était de jour, le retour était de nuit, mais l'aller était de jour. Et je vous jure, je suis resté au bar, mais quasiment toute l'après-midi à me servir de l'eau, du coca, du Perrier. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Donc, enfin bref, voilà. Non, Vossiane, on peut pas corriger. On peut pas. Bref, voilà, écoutez. 2 minutes pour un pipi, c'est long. Mais ce qui est long, c'est pas le pipi. Ce qui est long, c'est d'y aller. C'est de faire lever les gens. Parce qu'en plus, moi, je suis toujours le siège du milieu. Ryanair me fout toujours au milieu. D'accord ? Mais voilà, c'est parce que je suis toujours au milieu. Donc c'est pour ça, c'est le temps que les gens se lèvent. C'est ça qui est long. C'est ça qui est long. C'est pas moi, évidemment. Bref, regardez The Wild. Oh, la remontada pour Aston Villa. Oh là là là. Attends, Aston Villa, il faut qu'il marque encore combien de buts avant de faire égalité? Parce que je me rappelle plus. Dis-nous combien de buts encore, Robin. Voilà, parce qu'il y a le match, évidemment. Il y a le match Aston Villa qui joue contre Paris ce soir. Donc, ils se lèvent tous pour Romain. Mais oui, on se lève tous pour Danette, évidemment. Danette. On passe à la suite ou pas? Il reste 2 buts. Oh, bah, ils sont larges. Allez, on passe à la suite. À votre avis, quel est le prochain film? C'est peut-être le moins évident à trouver parmi tous ceux que j'ai envie de... Mais Street Fighter. Et non. Et voilà. Mais en fait, je me rends compte que j'ai fait que... Parce que Juan Antonio Bayona, il est quoi? Mais oui, c'est mon ami. C'est René Coty. C'est mon porte-bonheur. Mais non, mais Juan Antonio Bayona, il est quoi? Il est mexicain aussi ou pas? Ou il est espagnol? Il est espagnol. Bah voilà. Bon, en tout cas, on est dans la langue hispanique. Non, c'est pas Kaizen. Non. C'est bien Le Cercle des Neiges, film effectivement de Juan Antonio Bayona, qui est bien espagnol. Oui. Et je vais tout de suite mettre le sondage. C'est parti! Vous pouvez voter pour ce Cercle des Neiges, film sorti sur Netflix. Et que j'ai vu sur Netflix et qui est sorti en 2023. Et moi, c'est clairement... 2023 ou 2024, Le Cercle des Neiges 2024 en France, voilà, merci. J'ai eu un doute là, parce que j'ai vu le 4 janvier. Je me suis dit, non, il a dû sortir en 2022, parce que c'est marqué en tout petit, le 4 janvier. Je me suis dit, il a dû sortir avant, en 2023 du coup, aux États-Unis ou quoi, et en 2024 en France. Et ben moi, je vais vous le dire, c'est le film qui m'a le plus marqué en 2024. Vraiment, je pense que c'est mon film préféré de cette année. C'est le film qui m'a le plus touché. Là aussi, on est sur une histoire très très impactante, qui est en plus une histoire vraie, qui a déjà fait l'objet d'un film qui s'appelait Les Survivants, et qui était très bon aussi. Et donc on suit cette équipe de rugby qui, donc d'Amérique latine, je sais plus de quel pays, peut-être chilienne. Ça doit être, parce que c'est au niveau de la Cordillère des Andes, donc ça doit être chilienne ou un pays en tout cas d'Amérique latine proche de la Cordillère des Andes. Et donc c'est argentin. Bah merci, voilà, gros le sim, à côté. Voilà, donc c'est des Argentins qui prennent l'avion, qui vont au Chili. Voilà, merci gros le sim. Et ils passent par la Cordillère des Andes et en fait, l'avion se crash. Donc déjà, la scène du crash, elle est très dure. Elle est très très dure, elle est très bien faite. Elle nous immerge dans ce crash qui est... mais ça a dû être horrible. C'est pour ça que j'ai peur de l'avion. Après, faut pas s'étonner. Mais pourquoi t'as peur de l'avion? C'est le moyen le plus sûr de transport. Bah oui, à cause de ça. Et en fait, l'avion se crash en pleine Cordillère des Andes. Et il y a du coup
des morts et il y a aussi des survivants. Sauf que le problème, c'est que personne ne va venir les secourir parce qu'ils sont dans une cuvette entre deux monts et ils le voient d'ailleurs, c'est très bien expliqué dans le film. Quand ils montent un petit peu sur les sommets, l'avion est indétectable. Voilà, parce qu'il est vraiment dans une petite crevasse et il faudrait un miracle en fait pour être vu. En plus, les secours ne regardent pas au bon endroit et tout ça. Et donc, c'est comment cette équipe de survivants va tenter de survivre et comment ils vont tenter de s'en sortir. Et je vous dis pas s'ils s'en sortent ou pas, mais là où ça devient poignant, c'est que c'est au moment où on se rend compte qu'ils passent énormément de temps dans la montagne et au bout d'un moment, il n'y a plus de quoi manger, quoi. Voilà. En tout cas, plus de ration de survie dans l'avion. Je vous en dis pas plus, mais ça devient la morale, la survie. Est-ce qu'on est capable de faire certaines choses immorales pour la survie? Est-ce que ça doit être condamné par la suite? Enfin, il y a des discussions qui sont horribles. Enfin, c'est un film très dur, un film très marquant. La scène aussi de l'avalanche, elle est très très dure aussi. Il y a des témoignages, notamment il y a des très longs monologues, notamment de ce monsieur qui raconte comment il a senti sa femme mourir sous le poids de son corps à lui et qui pouvait rien faire pour la sauver. Horrible, je vous le dis, c'est... Moi, je l'ai vu avec ma femme et je vous jure, quand il y a eu ce discours-là, je me suis mis à sa place et je me suis dit, mais mon Dieu, mais moi, je crois que je deviens fou, en fait. Je pense que je deviens fou. Et voilà, c'est un excellent film, je peux que vous le conseiller. Bonsoir Arnaud, bonsoir Alsace Nation, comment vas-tu? On est en train de parler du Cercle des Neiges. Hésite pas à nous dire si tu l'as vu et si tu l'as vu, à nous donner ton avis. Ah, Dum, je veux bien ton avis. Ton avis pour avoir mis 6, Dum. Ton avis m'intéresse grandement. Voilà, parce que pour moi, on est pas très loin d'un 10, quoi. Enfin, pour moi, on est même sur un 9,5, quoi. Vraiment. Bonsoir, Animar, également. Comment vas-tu, Animar? Comment vas-tu? Donc, voilà. Donc, la réal est très immersive. Je trouve le cadre est merveilleux. Bah, après, voilà, ça reste c'est un semi-huis clos, finalement, parce que ça se passe... La majeure partie du temps se passe dans l'avion ou en dehors de l'avion. Mais voilà, comment ils vont tenter de survivre, leurs idées, comment ils les mettent en place, l'abnégation, c'est pas un mot que j'utilise souvent non plus. L'abnégation dont ils font preuve, enfin c'est... Voilà, tout ce film, c'est incroyable. Le personnage principal. Le personnage principal qui raconte... On a énormément d'empathie pour ce personnage-là. Et voilà, je vous dis pas, mais ce qui arrive, on s'y attend pas. Voilà, c'est une très grosse claque. Voilà, j'avais des mois. Oui, j'ai une checklist. J'ai une checklist avec des mois à placer, Nakaomi. Je suis démasqué. Donc voilà, bref, j'ai adoré. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, j'ai adoré. Et puis maintenant, je vais vous lire, évidemment. Mon film préféré de Juan Antonio Bayona, nous dit Robin. Un superbe huis clos à la fois extérieur dans la cordillère des Andes et intérieur dans l'avion. Mais dis-donc, on est d'accord sur tout. Qui est aussi bien touchant qu'anxiogène. On est touché par les personnages, on souhaite qu'ils survivent et c'est tellement pesant, mais visuellement, il est magnifique. La photographie est magique, surtout les scènes qui mettent en avant la beauté des montagnes. Mais oui. Mais complètement d'accord. Gros le sim. Ce film m'a vraiment marqué, surtout parce que c'est une histoire vraie. On se rend compte de ce qu'on est capable de faire pour survivre. On ressent tellement la tension et les acteurs sont très bons, mais tous les acteurs sont incroyables. Mais vraiment, tous les acteurs sont fantastiques. Et là où je suis assez d'accord, c'est... voilà, je ne veux pas spoil, donc je dirai rien. Mais en fait, pendant tout le long, ils ont pris des photos. Et à la fin, vous avez évidemment les photos, les vraies photos. Et putain, mon Dieu, quoi. C'est dur, quoi. C'est sévère. C'est... les gens qui se réveillent et qui se réveillent après 3-4 jours après l'accident parce qu'ils étaient dans un semi-coma et qui se rendent compte qu'ils ont perdu leur famille dans le crash. Enfin... Oh là 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 là, c'est d'une dureté sans nom. Moi, je me souviens que la scène du crash... Oh,
la scène du crash où il y a tous les sièges qui s'avancent d'un coup et il y en a un, il a la jambe bloquée sous un des sièges et là on entend un craquement, on comprend que c'est son os, enfin... C'était... Oui, oui, sur les vraies photos, c'est vrai qu'on voit plein de détails, mais c'est... Moi j'adore, et puis il y a plein de moments comme ça dans le film où on voit l'action quand ils prennent la photo et du coup quand on voit la photo finale, ça fait un peu... C'est pas dans le même genre, d'accord, mais ça fait un peu OSS 117, Rio ne répond plus, d'accord. Ou Hubert, il prend des photos tout le long et on voit les photos à la fin, sauf que les photos sont un peu mieux prises dans Le Cercle des Neiges. Mais voilà. Donc oui, Dom, c'est une histoire vraie, c'est même plus qu'une histoire vraie. Et oui, c'est une sélection très trauma déprime, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pour ça il y a le dernier film qui arrive. Mais oui, c'est une histoire vraie et c'est ce qui la rend encore plus impactante. Et moi, j'adore cette phrase. Je suis désolé, ça spoil un peu. Donc, bouchez-vous les oreilles pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais à la fin, il y a cette phrase de on a été accueillis en héros alors que pour nous, on est le... Je sais plus comment il dit, mais grosso modo, on est le diable, quoi. On a fait quelque chose d'inhumain et on nous accueille comme des héros. Et cette phrase, elle est bouleversante parce que du coup, on se rend compte que même s'il y a des survivants, et ben ils ont laissé leur rame là-haut, quoi. Et c'est incroyable. Non mais regardez-le, enfin vraiment, c'est bien plus qu'un film de survie, quoi. C'est vraiment un film bouleversant et c'est pour ça que moi je l'ai mis dans les recommandations ce soir. Voilà, écoutez, j'ai hâte d'avoir vos notes. J'ai très hâte d'avoir vos notes. Hop là. Regarde, il y a 4 votants. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont vu. Ou pas beaucoup de personnes qui ont envie de participer. Mais regardez-le vraiment. À mon avis, ce sera... Oh. À votre avis, combien pour ce cercle des neiges? Mais oui, Dom. Mais oui, mais ça fait 8,25. Ça fait 8,25. Comme le 5, on a arrondi au-dessus. Oh. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais vous faites exprès. Mais Dumb, je suppose que Dumb a fait exprès de mettre 6 pour venir contrebalancer et que ça fasse 8,3. Oh. Oh là là, mais heureusement qu'il y a Alfonso. Oh là là, mais sans Alfonso, je serais devenu un eunuque ce soir. Oh là là, merci Alfonso. Oh, je vous jure, si Your Name... Ah bah j'ai spoilé le dernier film. Et en plus je spoil. Allez, bah écoutez, je spoil le dernier film. Oh là là, c'est terrible. Bon, de toute façon, ça se voyait, mais oui. Donc c'est Your Name, bah je vous le dis. Ah, si c'est 8,3, mais alors là, mais je pleure. Non, mais écoutez, ce sera peut-être plus que 8,3 quand même. Oh là 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 là. Mais on voudrait faire exprès. On n'y arriverait pas. On n'y arriverait pas. C'est parti. C'est à vous de voter pour ce Your Name. Oh là 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 là. Mais c'est... Ah, mais quelle barre de rire. C'est pas possible. Pas vu? Oh là là, je peux que vous le conseiller. Je peux que vous le conseiller. Alors, Your Name, film sorti en 2016 de Makoto Shinkai, évidemment, réalisateur de Suzume, réalisateur de La Tour au-delà des nuages, que j'ai pas trop aimé d'ailleurs, et de 5 cm par seconde, qui était déjà mieux. Voilà, bref. Oh, mais il y a plein de gens qui l'ont pas vu, Your Name. Oh, mais regardez-le, les amis. Moi, c'est... Je vous le dis, j'ai 2 films préférés, je peux pas les départager. C'est Gravity et Your Name. J'adore Watchmen, mais Gravity et Your Name, oh là 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 là. Voyage vers Agatha aussi, je l'ai vu ce week-end. Ah, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'était bien, Nakayomi? Dis-nous tout, moi je l'ai pas encore vu, Voyage vers Agatha. Ça, et j'ai pas vu non plus, comment ça s'appelle? Bah non, mais ça me reviendra pas. Celui juste après Your Name, Les Enfants du Vent, c'est peut-être ça? Ou Les Enfants du Temps? Du Temps. Voilà, merci Blizzard Noir. Voilà, j'ai pas vu Les Enfants du Temps. C'est les 2 derniers qui me restent. Les Enfants du Temps et Voyage vers Agatha. Bref. Your Name. Mais comment vous expliquer l'histoire de Your Name? C'est quasi impossible.
Parce que ça peut paraître très bateau. C'est l'histoire d'un gars et d'une fille, mais c'est pas Chouchou et Loulou, d'accord? Mais c'est l'histoire d'un gars et une fille qui, un matin, se réveillent l'un dans le corps de l'autre. Et comment vous dire? Et du coup, bah, il y en a un, donc le gars qui vit à la ville, et la fille qui vit à la campagne. Et, et la fille rêve justement de vivre à Tokyo. Et donc, du coup, en prenant place dans le corps de cet homme-là, elle va vivre pendant des jours comme ça. Dans cette ville de Tokyo, et ils vont commencer à échanger de manière indirecte parce que un jour il se réveille dans le corps de l'un, un jour non, voilà. Et il va avoir cette histoire qui va naître entre les deux, ce lien qui va naître entre les deux. Et évidemment, c'est bien plus fort que ça, c'est bien plus puissant que ça. C'est une histoire avec, comment vous résumer? Il y a de l'amour, il y a des comètes, et il y a de l'amour, des météorites et des trains. Voilà, voilà, comme dans tous les Makoto Shinkai, il y a des trains. Voilà, et c'est exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel. Moi, j'ai été bouleversé. La musique de Radwimps, voilà, moi, c'est peut-être l'une des musiques que j'écoute le plus dans l'année. Visuellement, mais en termes d'animation, je trouve que c'est même encore plus beau que ce que peuvent faire les studios Ghibli. C'est voilà, pour moi c'est un voyage mais inoubliable. C'est le genre de film qui me font aimer le cinéma. C'est le genre de film qui me transporte de la première à la dernière seconde, que ce soit par la beauté des paysages, par la beauté de l'histoire, que ce soit par la beauté de la musique. En plus, les personnages sont très attachants. Et enfin non, mais voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, quoi. Regardez-le, regardez-le. Je vais vous lire. Ce sera plus simple. C'est plus simple. Pas le meilleur et pas celui qui me touche le plus, mais très sympa pour Agatha. Bah, voyage vers Agatha. Bah, merci Nakayomi, merci beaucoup. Robin, comme le labyrinthe de Pan, Your Name est un voyage poétique et onirique dans un univers fantastique où l'humanité s'unit à travers l'amour, le temps et le fantastique. Oui, bah c'est exactement ça. C'est exactement ça. Nakayomi, enfin un film que j'ai vu. Et quel film! Vu au ciné, et quelle claque! Et à chaque fois que je le revois, ce sont les mêmes émotions, les mêmes frissons, et comme les premières fois, j'ai oublié ce qu'il se passait, j'ai redécouvert à chaque fois l'histoire, et ça, c'est un bonheur finalement. C'est visuellement superbe et tellement prenant. Makoto Shinkai, c'est vraiment plus ma came que Ghibli, clairement. Clairement, moi aussi. Mais moi, je suis resté sans voir. Regardez-le. Mais oui, mais pareil, Blizzard Noir. Mais pareil. Oh, moi, il y a la scène du coucher de soleil. Allez, c'est tout. C'est tout pour moi, la scène du coucher de soleil. Mais. En plus, c'est un film qui vous prend pas par la main. Il a pas besoin de vous dire t'as compris ça parce qu'on l'a expliqué peu de temps avant. Non, le film, il vous donne certaines infos, il vous les donne qu'une fois. Et c'est à vous de vous en rappeler. Le film ne vous prend pas pour un con. Il vous prend pour des adultes et c'est extraordinaire. Voilà. J'ai tellement pleuré sur ce film, mais oui, mais moi aussi, moi, il y a une scène, la scène du coucher de soleil. La scène qui suit, à chaque fois, je chiale, mais de fou. Mais de fou, quand ils s'écrivent dans la main, là. Oh là 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 là. Mais avec la musique, mais... il nous prend pas par la main, il nous prend par les émotions et les sentiments. C'est pas beau ça, Robin? Et c'est magnifique ce que tu nous dis là. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu viens de nous dire. Non, mais vraiment, regardez-le. Moi, c'est un film, voilà, comme je vous dis, il y a des films comme ça, un peu comme tous ceux qu'on a vus ce soir, qui ont martelé un petit peu comme ça dans mon cœur. Et Your Name a fait, mais plus qu'une place, il a fait un... Mais il y a une partie de mon cœur de cinéphile, il est à lui et il sera jamais à lui. J'adore la BO de Radwimps, j'adore les persos, j'ai adoré le plot twist du temps, puis c'est juste beau. Et la romance est trop mignonne. Et la fin... Emoji cœur. J'aurais bien aimé en voir un peu plus sur la suite quand même. Ah oui, mais moi aussi, à la fin, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus, mais en même temps, cette fin avec la musique de Radwimps, là, les escaliers, la musique, le regard, la caméra qui monte, le titre. Allez, c'est bon, c'était... Je sais pas quoi vous dire de plus, quoi. Radwimps, je pense que c'est peut-être la musique que j'écoute le plus. Voilà, vraiment. C'est... voilà, je sais pas quoi vous dire.
Regardez-le, vraiment, regardez-le. Si vous l'avez pas vu, mais je peux pas. Ce soir, vous allez pas vous coucher. Vous regardez Your Name. Voilà. Demain, vous allez pas au boulot. Demain, vous allez pas au boulot. Vous regardez Your Name. Vraiment, c'est un film extraordinaire. C'est un film extraordinaire. En même temps, est-ce que la narration n'est pas mieux maîtrisée dans les autres studios que chez Ghibli, car Miyazaki a tendance à écrire au fil de l'eau et de l'avancement du projet. Parfois, les narrations sont un peu dues au hasard chez lui. D'autres fois, ça ne se tient pas. Mais moi, c'est un petit peu ça, Vossiane. J'aime les Ghibli. Enfin, le voyage de Chihiro, par exemple, j'ai bien aimé. Il y en a d'autres, le château ambulant, comme on dit tout le temps, le château ambulant, je suis un petit peu passé à côté, et c'est pas le seul Ghibli où je suis un petit peu passé à côté. Mon voisin Totoro, j'avais bien aimé aussi. Le vent se lève, j'avais pas du tout aimé, je trouvais ça très long. Mais voilà, je suis aussi moins sensible au Ghibli. Même de là à dire pas sensible, je dirais pas ça. Mais comment dire, sans dire que c'est pas extraordinaire, parce que ça reste extraordinaire, mais ça me touche un petit peu moins que, en tout cas, j'ai pas vu Le Garçon et le Héron, toujours pas. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est pas le cinéma, les Ghibli, c'est pas là où j'irai tout de suite. Voilà, je préfère aller voir Suzume au cinéma et je sais que je vais passer un bon moment. Les Ghibli, c'est plus aléatoire. Il y a certains qui vont me toucher. Le voyage de Chihiro, Le tombeau des Lucioles, c'est pas un Miyazaki, mais c'est un Ghibli. Mon voisin Totoro aussi, un petit peu en soi. Et d'autres vont beaucoup moins me toucher. Voilà. Donc voilà. S'il y a qu'un Makoto Shinkai à regarder, c'est Your Name. Voilà, ça, on est complètement d'accord. Complètement d'accord. Koyomi qui nous dit: je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Et si j'ai énormément aimé la première partie avec en plus la découverte de la ville par Taki. Je pleure à chaque fois. Taki Taki. C'est une vieille musique là que je viens de chanter. D'accord, on est d'accord. Putain, mais c'était quoi déjà? Taki Taki. Taki Taki. Je sais plus c'est quoi. Rumba. Tout le monde danse. Non, je sais plus. Bon, ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais dès qu'on arrive dans la résolution, je trouve malheureusement trop confus pour moi et je ne suis pas attaché au personnage. Je préfère de loin Suzume, dont la musique m'emporte ainsi que l'histoire. Ah, mais c'est trop drôle parce que moi, du coup, c'est l'inverse. Suzume, j'ai été beaucoup moins attaché au personnage, notamment le chat m'a un petit peu insupporté. Juste quand il dit Suzume, voilà, c'est le seul moment que j'adore. Et la chaise, voilà, le mec, j'ai trouvé trop. Comment dire? Trop stéréotypé, je suis un beau gosse. Voilà, trop stéréotypé. Mais bon, bref. Mais sinon, oui, voilà, oui, Suzume apparaît en compagnie de Makoto Shinkai. C'est vrai, Nakayomi. On l'a vu avec notre ami Jamy, Nakayomi et Guillaume. On l'a vu tous les quatre au Grand Rex en présence de Makoto Shinkai. Je vous l'ai déjà raconté cette histoire. Moi, je redescendais de Belgique pour une interview et j'ai fait un crochet. C'est la première fois que je prenais... c'était quoi? Le Thalys, je crois. C'est la première fois que je prenais un autre que la SNCF. Un autre moyen de transport ferroviaire que la SNCF. Et voilà, quoi. Et c'est vrai que voir Makoto Shinkai et la chaise... Parce qu'il était venu avec sa chaise. C'était incroyable. Non, ça, c'était ouf quand même. C'est DJ Snake Taki Taki. Honte à moi. Merci Robin. Merci beaucoup. Tu me fais une lettre d'excuse pour le taf. Mais quand tu veux, moi, je vous fais une lettre dans le Discord. Je vous fais une lettre, je vous l'envoie. Après. Je suis pas sûr qu'elle fasse foi. D'accord. Mais je vous l'envoie. Bon bref, pour l'animation, c'est pour moi trop semblable à d'autres styles d'animé. Ah ouais, même les effets 3D et tout. Dans Suzume, je trouve qu'il y a trop d'effets 3D justement. Dans Your Name, c'est juste milieu quoi. Cette caméra qui peut s'aventurer comme ça. Non mais moi j'adore. Ce mélange de 2D, 3D, je suis très fan. Mais même dans le jeu vidéo, je suis très fan du 2D, 3D, genre Octopath Traveler, j'en vous en ai déjà parlé. Mais j'adore cette fausse 2D, 3D comme ça, j'aime beaucoup. Bonsoir Cosidonia, bonsoir. Comment vas-tu? On est en train de noter Your Name. N'hésite pas à nous donner une petite note pour ce Your Name. Voilà, je vous parle des films qui m'ont marqué ce soir. Voilà, en tout cas voilà, c'est trop bien parce que tu vois là notamment Koyomi, le fait d'avoir ton avis, ça permet de les confronter et j'adore, j'aime beaucoup quand on fait ça. Merci beaucoup pour tous ceux qui laissent des avis, merci beaucoup. Après les Ghibli, on pense qu'à Miyazaki alors que les films comme Princesse Kaguya, je connais pas, et Le tombeau des Lucioles sont magnifiques.
Le tombeau des Lucioles me fait pleurer à chaque fois. On va pas se mentir, je chiale bien devant le tombeau des Lucioles, comme beaucoup de monde, je pense. Gros le Sim, je sais pas trop quoi dire sur ce film, c'est très beau et j'ai pleuré. Dommage qu'à chaque fois qu'un bon film animé japonais sort, on a le nouveau Miyazaki, alors qu'on ne peut pas comparer. C'est pas la même chose, c'est juste le même média. C'est comme comparer Star Wars et Le Seigneur des Anneaux, c'est juste 2 films en prise de vue réelle. Je suis d'accord et je pense que, en fait, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent un petit peu la relève de Miyazaki, même s'il est toujours là d'ailleurs, mais ils attendent la relève. Et c'est pas avec le film en 3D Netflix là qu'on aura la relève, hein, d'ailleurs, de Ghibli là, qui était horrible. Mais du coup, tout de suite, dès qu'il y a un film d'animation japonaise qui est très bon et qui est un petit peu dans le fantastique, tout de suite on fait le rapprochement avec Miyazaki, alors que pour moi, Makoto Shinkai ne ressemble à aucun autre que Makoto Shinkai. Vous regardez Suzume, vous regardez 5 cm par seconde, vous regardez Your Name, même La Tour au-delà des nuages, même si un peu moins, mais vous savez que c'est du Makoto Shinkai, quoi. Tout de suite. Et Miyazaki, d'ailleurs, vous le voyez aussi tout de suite que c'est du Miyazaki. Et voilà, et donc pour moi, effectivement, c'est pas du tout comparable, pas du tout. Mais ça va très bien, merci beaucoup, Cosidonia, merci beaucoup. Mais on peut le revoir après l'avoir vu, le tombeau des Lucioles. Je crois que je pourrais jamais. Mais moi, je dis à chaque fois, mais c'est parce qu'en fait, je l'ai vu que 2 fois. Et je crois que je le reverrai plus avant un moment. Voilà, je crois que je le reverrai plus avant un moment. Apparemment, il y a un studio dont une grande partie des animateurs viennent de Ghibli, donc possible relève, même si les histoires sont très différentes, mais l'animation semblable. Oui, mais tu vois, même si c'est juste l'animation qui est semblable, je suis assez d'accord avec... Du coup, je suis assez d'accord avec Gros le Sim. Je crois que c'est Gros le Sim qui nous disait ça. Oui, c'est Gros le Sim. Je suis assez d'accord avec Gros le Sim. Pour moi, c'est pas parce que l'animation est à peu près identique que ça en fait un successeur pour autant, quoi. En fait, c'est un ensemble de choses. Makoto Shinkai, c'est pas juste aussi des très belles images. Ça en fait partie. Mais ça en fait partie avec tout le reste. Pour moi, Makoto Shinkai, c'est une histoire de temps, c'est une histoire d'amour un peu, c'est des trains, je vous l'ai dit, c'est des visuels aussi qui ressemblent qu'à lui, avec un mélange de 2D, 3D, une caméra qui navigue pas mal. C'est voilà, c'est toutes ces choses-là qui font Makoto Shinkai. Princesse Kaguya, j'ai beaucoup plus aimé que le château ambulant. Il est brut et sans concession sur les sentiments et la vie en elle-même. C'est pas forcément tout public. Par contre, il a fait un méga four, malheureusement. Bah oui, mais je connais pas du tout. Donc je vais me l'ajouter à ma petite liste. Voilà, je vous le dis, je vais me l'ajouter à ma petite liste. Je l'ai trouvé bof, j'étais peut-être pas dans un bon mood, mais ça m'a donné envie de le revoir. Du coup, nous dit Mamiaka. Bah moi, je vais le voir tout court. Bon les amis, c'est le moment. Est-ce que ça fait 8,3? Oh là là, est-ce que ça fait 8,3? On va le voir tout de suite. Oh là 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 là. On va le voir tout de suite. Alors attendez, j'essaye vraiment de pas me tromper. Est-ce que c'est 8,3 ou pas? C'est plus que 8,3. C'est Adeline, 8,56. Donc 8,6, bravo Adeline. C'est le meilleur film de la soirée, Your Name. En deuxième avec Les Fils de l'Homme. Mais moi, ça me va très bien comme petit top. Et après, impossible de départager. Oh là là, on est passé à ça d'avoir un 8,3 encore. C'est entre 8 et 8,6. Franchement, on est dans un mouchoir de poche, comme on dit. Voilà. Je continue à le redire. Attends. La retraite de Miyazaki est un running gag. Mais oui, mais carrément, Robin. C'est carrément un running gag. C'est carrément... On dit Princesse Kaguya. Ah, merci, pardon, Robin, pardon. Mais oui, ça fait 10 ans qu'il doit prendre sa retraite. Il avait dit déjà, Le vent se lève, ce sera mon dernier film. Et à chaque fois, il le dit. À chaque fois. Mais parce que le garçon et le héron, on est d'accord, c'est Miyazaki. C'est un Miyazaki, Le garçon et le héron. C'est un Ghibli, mais c'est un Miyazaki également. On a le temps pour un 7e film. Oui, c'est bien un Miyazaki. Voilà. Merci Koyomi, merci Robin. On n'a pas le temps. Il est 22h47. On n'a même pas le temps pour enchaîner avec un petit Need for Speed. On n'a pas le temps parce que moi, derrière... Je vais devoir sortir le hot dog là. Le hot dog, je vais devoir le sortir.
Je vais essayer qu'ils viennent. Rio, et mon pote, mon copain. Il s'en fout, il est en train de se lécher la patte. Là, c'est foutu. Je vais essayer qu'ils vous disent bonsoir. Allez, viens dire bonsoir, mon pote. Viens là. Non, c'est pas pour des câlins. Oh là là, ça c'est un chien, ça. Oh. Regardez, je le porte comme une princesse, quoi. Attends, mon pote. Tu dis bonsoir? Voilà, tu dis bonsoir, voilà. C'est bon? Tu t'en fous? Ah, écoutez, je vais le laisser là, je vais le laisser sur moi, le temps de vous dire bonsoir. Oui, je vous jure, c'était la patte qu'il se léchait, d'accord? Hein, mon pote, hein, mon copain? Oh, il est malheureux, ce chien. Bon, tu es malheureux? Le regard qu'il me fait, je vous jure. J'ai l'impression qu'il est en train de me détester. Il est en train de me détester, ce chien. Bah écoutez, les amis, en tout cas, on va repasser sur le modem principal. Voilà, comme ça, vous le voyez bien. Tu dis bonjour à la caméra? Tu t'en fous, toi? Il s'en fout. Il en a rien à péter. La seule chose qu'il veut, lui, c'est de la pâtée et des promenades et des câlins. Il adore les fesses. Voilà, je vous le dis. Là, regardez tout de suite. Regardez, c'est pas un chien heureux, ça. Tout de suite, je lui caresse les fesses. Regardez comment il se redresse. Oh là, il me tue, ce chien, je vous jure. Je l'aime autant que je le déteste. Il ronfle tout le temps. Il me dérange toute la journée. Comme son maître. Non. Pour les fesses ou pour le fait de ronfler et de péter tout le temps? Hein, mon pote? Hein, on va les faire pipi? Ah bah oui, hein. Allez, bah écoutez, en tout cas, écoutez, pour une première, moi j'ai beaucoup aimé. Les deux, mon capitaine, les deux, chef, les deux. Oh là 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 là. Je passe à voir, Nakayomi. Sortie de son contexte, cette phrase est très bizarre. Elle est très très bizarre. En tout cas, écoutez, moi j'ai passé une excellente soirée, vraiment, c'était trop bien. J'aime beaucoup ce nouveau concept, je vous le dis. J'aime beaucoup ce nouveau concept. 6 films, ça permet de rentrer un petit peu dans les détails, mais pas trop. Donc voilà, c'est vrai que ça finit vite, c'est vrai. Et pourtant, on a parlé de 6 films, on en aura mis 2 heures. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Vous parler de ces 6 films-là. Il y en aura d'autres. Je pense que la prochaine fois, on me fera un petit tier list, petite tier list Disney, histoire qu'on la finisse et qu'on en fasse une autre. Sur les Pixar, sur les jeux vidéo, pourquoi pas d'ailleurs. On n'est pas obligé de faire que du cinéma. Et on finit le live en beauté avec toi et Rio. C'est vrai qu'il est beau le pépère. Oh, il est beau le pépère. Oh, oui, qu'il est beau. Oh là là, il est malheureux. Non, me lèche pas par contre. Avec son strabisme, oh le pauvre. Écoute pas ce qu'ils disent, mon chien, ils sont méchants. DreamWorks, pourquoi pas, bah oui, DreamWorks, mais bien sûr qu'on pourra faire ça. En tout cas, voilà, moi j'ai passé une excellente soirée, je vous remercie parce que voilà, ces soirées, comme vous le savez, ces soirées-là, oh là là, Yannick, on dragon danse, toi-même tu sais pourquoi, Yannick. On t'embrasse évidemment, Yannick, si tu nous écoutes. En tout cas, voilà, parce que ces soirées, c'est vous qui votez, c'est vous qui parlez, c'est vous qui partagez vos avis. Donc vraiment, c'est uniquement grâce à vous, parce que moi, je peux blablater pendant 3 heures. Mais blablater tout seul, c'est pas rigolo. Alors que quand vous êtes là, c'est super. Donc voilà, donc merci beaucoup, parce que j'ai l'impression de passer une soirée. Je vous le dis à chaque fois, mais pour de vrai, j'ai vraiment l'impression de passer une soirée entre amis à chaque fois, et c'est du bonheur, quoi. Moi, il manque ma petite binouse, elle est au frigo, d'accord? Je l'ai pas sortie, mais il me manque plus que ma petite binouse, mon petit saucisson, mes petites olives à l'ail, et c'est fini, quoi. Et je suis trop bien. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup, les amis. Merci pour cette belle soirée. Merci, Robin, pour le score également. Merci beaucoup. Et puis, bah écoutez, Rio et moi, qu'est-ce qu'on se fait? On leur dit qu'est-ce qu'on se fait? Mais qu'est-ce qu'on se fait, les amis? Mais oui, vous avez raison. Mais tout le monde a raison. Qu'est-ce qu'on se fait, les amis? À demain 21h sur Until Dawn, évidemment. Mais d'ici là, portez-vous bien. Faites de beaux rêves. Une bonne nuit. Et d'ici là, des bisous, les amis. Des bisous. À demain, des bisous. Des bisous, Rio, tu dis des bisous? Il s'en fout. Moi, je vous en fais. Des bisous, les amis. Des bisous.